Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils ont alors décidé de devenir des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur histoire incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui démocratise le recrutement par recommandation, pour vous permettre de recruter de nouveaux talents de manière rapide et ultra compétitive. Contactez-moi sur LinkedIn pour déposer votre première offre sur Bounty Chasseur. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Romain Gouloumès. Il est chef du service magazine de 20 minutes et c'est aussi l'acolyte de Laurent Beignet sur l'aventure 20 Mint. Comment tu vas, Romain ? Bonjour Romain, merci de l'invitation. Écoute, ça va très très bien. Je sors malheureusement du Covid, mais tu as eu la gentillesse de décaler l'enregistrement de quelques jours. Donc ça y est, je suis remis et je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Bonjour à tous. Écoute, j'espère que ça va mieux et pas de soucis, c'est bien normal. Alors comme d'habitude, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? À peu près la même chose. En fait, moi, je travaille donc à 20 minutes. Je suis le chef du service magazine. Pour faire simple, en gros, 20 minutes, c'est plutôt un média de chaud, d'actualité chaude. Moi, je suis au rayon surgelé. C'est-à-dire que je vais gérer tous les contenus qui sont plutôt ce qu'on va dire magazine, evergreen, qu'on peut prévoir. Donc, je vais travailler sur des go-no-go, c'est-à-dire que j'ai des cahiers, des suppléments, des opérations spéciales sur lesquelles j'ai 5, 10, 15 jours pour les produire, sur des thématiques très très différentes et ça je continue à le faire mais avec 20 Minutes, on va dire que mon quotidien a été un peu chamboulé. Très intéressant en tout cas de découvrir aussi cette phase du journalisme qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins. Est-ce que tu dirais que tu es toujours un peu dans le rush finalement, toujours en train de courir un peu après le temps pour pouvoir boucler tes éditions et tout ça ? Alors, je suis moins dans le rush que l'actu, mais en revanche, je me prends souvent des bons coups de sape, on va dire le jour J, quoi, le jour de, notamment sur 20 minutes. Hein. On a plutôt été sur des bons bouclages. On a fait 2 numéros sur lesquels on a commandé les papiers bien en amont, etc. Mais l'actualité est capricieuse. Hein. C'est un peu comme la météo, tu sais pas quand le grain va te tomber dessus. Et des fois, ça a un peu bousculé notre travail à Laurent Beignet, donc mon rédacteur en chef, et moi. Donc on est dans le jus là-dessus et après c'est vrai que au quotidien je suis pas mal dans le jus puisque je suis sur différents projets, 20 Mint, les cahiers, les suppléments, les OPS ainsi que le podcast. Donc ça fait pas mal de casquettes à porter en même temps et c'est vrai que des fois c'est un peu lourd. Alors justement, tu nous parlais de 20 Mint et c'est essentiellement aussi pour ça qu'on va se parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé sur ce beau projet qu'est 20 Mint et voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui d'y travailler et d'en être un acteur important ? Alors oui, c'est vrai que je vais pas retracer toute la genèse de 20 Minutes, mais juste dire que s'il y a une personne derrière, c'est Laurent Beignet, hein, mon Red Chef, qui est vraiment à l'idéation sur ce projet. Ça fait 10 ans, voire plus, qu'on travaille ensemble tous les deux. Et c'est vrai que je pense que je fais partie du cercle restreint auquel il a présenté le projet au départ. Et c'est vrai que moi, le Web3, je connaissais surtout la DeFi et la crypto au départ. Et c'est vrai que quand il est arrivé avec ce projet de NFT, de machine à écrire virtuelle qu'on vendrait pour créer une communauté, on va dire, d'experts Web3 qui allaient nous aider à concevoir un numéro qui lui s'adressera au grand public. L'idée non pas d'évangéliser, mais plutôt de sensibiliser, de dire le Web3 peut être un sujet de société demain et vaut mieux être au courant, savoir ce que c'est aujourd'hui. Et l'idée avec ce numéro de grand public, donc tiré à 800 000 exemplaires, qui a été distribué pour le premier le 16 juin et pour le second numéro le 15 novembre, c'était vraiment d'aller taper un petit peu sur l'épaule du Kidam pour lui dire « Eh oh, salut, on te présente un sujet, on a 24 pages pour le faire, on espère que ça va te passionner et tant pis si c'est pas le cas, mais en tout cas au moins tu sauras ce qu'est le Web3 et les différentes formes que ça peut prendre. » Donc c'est vrai que
sur le Web3 et sur 20 Mint, c'est vraiment Laurent au départ qui non pas m'a mis le fer à l'étrier, hein, enfin, pardon, qui m'a mis le pied à l'étrier, mais c'est plutôt voilà une équipe qui dure, une association qui fonctionne bien, et on se répartit assez bien les choses avec Laurent, c'est-à-dire que Laurent est vraiment plus en interaction avec les partenaires, la partie business, même si moi je peux assurer une partie des rendez-vous, et je vais gérer en revanche toute la partie production. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se dit OK, on a un numéro de 24 pages, moi je vais intervenir sur le côté qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met dedans, qui on va solliciter, quel journaliste on va faire travailler, sachant que dans mon quotidien, je traite un petit peu de high-tech, hein. Il nous est arrivé ces dernières années, à plusieurs reprises, de faire des cahiers, des suppléments high-tech, mais c'est quand même assez peu le cas en 2021 et en 2022. Donc là, je suis parti un peu à la recherche de plumes validées, hein, vraiment des experts du Web3, mais qui étaient aussi des experts en vulgarisation. Ça a été un vrai travail sur 20 minutes, c'était de se dire, il nous faut des gens qui sont carrés pour traiter du Web3, mais aussi des gens qui seront capables de mettre les mots, de vraiment vulgariser les choses pour que tout un chacun puisse lire les articles et les comprendre, et afin de se faire sa propre idée sur ce qu'est le Web3 et le potentiel que ça peut avoir. Avant le projet 20 Mint, tu avais une sensibilisation, déjà une culture crypto, où tu es vraiment rentré dans ce monde-là avec cette opportunité? J'ai acheté de la crypto à peu près au pire moment, c'est-à-dire que j'ai acheté de la crypto en 2021 quand tout allait bien. Et donc en gros, je l'ai payé cher. Mais en revanche, je suis très curieux. C'est-à-dire que Laurent était à fond sur la crypto déjà depuis pas mal de temps. Donc je suis désolé, hein, je parle beaucoup de Laurent, mais c'est vrai que je le vois plus que ma femme et mes enfants. Donc on partage pas mal de choses ensemble. Et donc lui, il était sur Sorare. Moi, je suis pas un grand footeux, donc ça me parlait moins. En revanche, quand il s'est mis à me parler de DeFi, de PancakeSwap, ce genre de choses, là, je me suis dit: «OK, il faut que je teste, il faut que je comprenne». Donc j'ai fait comme pas mal de monde, hein. J'ai créé mon wallet, je suis parti de zéro. J'ai mis un peu d'argent. Alors j'ai acheté quand le bitcoin était à quoi? 54 000 $, donc c'était déjà assez cher. On est loin des standards actuels, et donc ouais, ça remonte à peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment acheté à ce moment-là. Je me suis pas mal amusé à tester des choses, et acheter un ou 2 NFT, mais vraiment, je suis pas, voilà, je suis pas un early adopter sur la crypto, mais je pense que c'est parce que j'en voyais pas forcément toute la philosophie, tout le potentiel. Je pense qu'il y avait encore un vernis trop technologique ou trop financier sur la blockchain, enfin pas sur la blockchain, mais sur le Web3 en général, pour que je m'y intéresse. Il faut dire que le quotidien m'absorbe pas mal déjà, et là, le fait de pouvoir voilà, c'est ça, acheter un peu un peu de crypto. J'ai pris quoi? J'ai pris du BTC, de l'ETH, et du BNB, enfin vraiment le standard. Et ensuite, j'ai vraiment sur PancakeSwap, là, je me suis fait plaisir, et sur différentes plateformes, faire du staking. Bref, voilà, j'apprends rien à tes auditeurs, hein. Moi, je reste encore un néophyte sur les usages de la DeFi, mais un curieux sur tous les usages qu'on peut en faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ok, bah merci pour ta réponse. Alors, tu nous as déjà un petit peu parlé du projet 20 Mint. Tu nous as, je pense, notamment parlé on va dire, de la face visible de l'iceberg avec les métriques et puis finalement ce qu'on peut voir, les journaux qui sont sortis déjà deux éditions. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment fonctionne le projet de l'intérieur, notamment voilà, il y a qui sont les mechas, comment s'organise le travail avec eux, le fonctionnement qui est finalement celui d'une organisation décentralisée. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de 20 Mint? Alors donc, on a vendu 999 machines à écrire, hein, c'était courant en mai. C'est parti en 15 heures, donc ça, c'était vraiment une énorme surprise. Tu vas voir où je veux en venir, c'est-à-dire qu'on a vendu donc ces 1000 machines. On avait à peu près 750, 800 détenteurs de ces machines. Aujourd'hui, on a toutes les machines ou presque encore, hein, sont utilisées. On en trouve encore pas mal sur OpenSea quand même, donc pour en acheter, pour nous rejoindre, pour échanger. Et les mechas, donc c'est le nom des mechas scriptophiles, c'est-à-dire les passionnés de machines à écrire, hein, c'est un vrai terme. Et on a un noyau dur, c'est-à-dire qu'évidemment notre communauté, si jamais tu te connectes sur le Discord, hein, qui est ouvert à tout le monde,
tu vas voir que on n'est pas 800. Il y a pas les 800 possesseurs d'une machine sont pas présents au quotidien. Ils nous répondent pas, ils interagissent pas avec nous. Ça, c'est un de nos défis avec Laurent, c'est de ramener cette population, ces détenteurs vers de l'activité, c'est-à-dire vraiment les encourager au quotidien à partager avec nous leur actualité, à interagir sur le projet 20 minutes au quotidien, puisque je t'ai dit, aujourd'hui on a fait 2 numéros, on a un troisième qui est déjà en chantier en quelque sorte, mais toutes les semaines on anime une émission sur Twitch, tous les mardis soirs à 18h, rejoignez-nous, ça s'appelle 20 minutes au carré, puisqu'on enregistre au carré Champéret à Levallois, et donc la communauté, elle est au quotidien sur Discord à interagir avec nous. En ce moment, on a Gauthier, notre modérateur, qui fait un énorme travail avec un calendrier de l'Avent, des défis à relever, etc. Je pense qu'on a un noyau dur de 50 à 100 membres. C'est pas énorme, mais c'est vraiment une super communauté. À chaque fois que je la présente, je pense que le premier terme que j'utilise, c'est bienveillante. On n'a pas de troll. Alors, on en a un, mais c'est un gentil troll. C'est le vrai Flox. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est une communauté qui est, je l'ai dit, bienveillante, mais qui est aussi vraiment experte. C'est-à-dire que tu vas la retrouver sur à peu près tous les Discords des projets qui marchent en ce moment. Donc, ce qui fait que on entend souvent parler des projets très tôt, puisque la communauté va partager avec nous les projets qui lui paraissent intéressants, ce genre de choses. Et ça vient justement participer à certains projets éditoriaux qu'on a, puisque en gros dans le journal, donc là je parle pas de 20 minutes, mais dans le journal 20 minutes, tous les mercredis, tu as un emplacement qu'on appelle taper à la machine, qui est réservé en quelque sorte à la communauté 20 minutes, puisque c'est ceux qui détiennent une machine à écrire, ils peuvent venir présenter un projet, et ces projets sont soumis au vote donc de la DAO. En fonction du nombre de machines que tu as plus ou moins de droits de vote, et le vainqueur, donc généralement il y a 3-4 projets qui sont présentés chaque semaine, et le vainqueur bénéficie d'un article dans le mercredi prochain, dans 20 minutes. Donc ça fait partie des mécanismes. Et le dernier point, je pense qu'on peut souligner, et qui a été une vraie surprise, c'est l'âge de nos membres. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment des membres qui ont mon âge, c'est-à-dire entre 35 45 ans, mais aussi des jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est des très jeunes, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être dû demander à leurs parents leur carte bleue pour pouvoir acheter une machine à écrire à $280 quand même au moment du mint. Donc ça, c'est vraiment une super surprise, c'est-à-dire de voir la diversité de profils qu'on avait sur cette communauté, et le fait que voilà, aujourd'hui, on a une communauté qui est présente avec nous, mais qui est aussi présente pour elle. C'est-à-dire que quand on a un membre qui est un peu down, qui est un peu dans le mal, et ben on va vraiment voir les membres se mobiliser pour lui remonter le moral, pour lui proposer des choses, etc. On a vu ça notamment à chaque fois qu'on a sorti un numéro, donc je dis à chaque fois, mais bon, les 2 fois donc où on a sorti un numéro, on a des postiers. Alors ils sont pas vraiment postiers, mais on a des membres donc dans les villes desservies par 20 minutes, qui ont récolté pour certains 80-90 numéros, et qui les ont envoyés aux membres qui ne pouvaient pas récupérer une édition imprimée de 20 minutes. Et donc ça, je trouve que ça montre vraiment les valeurs de cette communauté qui est vraiment, je le redis une fois encore, bienveillante. Du coup, tu nous parlais de la vision du magazine, qui était surtout de sensibiliser le grand public au Web3. Pour toi, est-ce qu'il y a d'autres utilités dans ce projet autres que celui de sensibiliser le grand public? Pour moi, à titre personnel, déjà, je trouve que c'est un super outil exploratoire. C'est-à-dire que ça va vraiment nous permettre d'aller à la rencontre d'acteurs du Web3. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse aujourd'hui peut-être le plus dans le Web3, c'est comme c'est encore un secteur de niche, et du coup, à peu près tout le monde se connaît, tu vas vite aller vers des interlocuteurs, des CEO qui ont des projets de start-up, qui ont des idées, mais enfin, ça déborde d'idées, un peu comme c'était le cas dans le podcast indépendant il y a 5-10 ans. Et c'est vraiment ce foisonnement-là qui est génial aujourd'hui, je trouve, à observer. Et on est ravis, je pense, Laurent pourrait te le dire aussi, d'y participer à notre façon et dans notre modeste mesure. Donc
je pense que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec 20 Minutes, c'est qu'à la fois on est observateur pour vulgariser, pour présenter un peu le Web3, et en même temps on est explorateur dans les usages, hein, puisqu'on va créer des NFT, on va explorer, proposer des nouveaux projets. Je peux pas trop en dire, mais normalement en 2023 on aura pas mal de choses à présenter, et en même temps ça nous permet d'aller à la rencontre d'acteurs du Web3 qui sont absolument passionnants et qui n'auraient pas eu en tout cas, pas dans ce volume-là, pas dans cette place-là, l'opportunité de s'exprimer dans un média grand public. Tu nous le disais en intro, donc tu es chef du service magazine de 20 minutes, donc tu es rodé, j'imagine, à la production de ces différents magazines. Qu'est-ce qui change le plus entre un magazine, on va dire, conventionnel ou non Web3 et 20 minutes dans la production, dans l'organisation, jusqu'à la livraison? Alors pour le cas du numéro 2, c'est le contexte. Parce que on est paru, le numéro 2 est paru le 15 novembre, voilà, je me corrige, donc c'était bien le mardi 15 novembre, et il y avait un petit scandale avec une entreprise nommée FTX qui s'est produit à peu près à cette époque-là. Il y avait les cryptos qui étaient vraiment au plus mal. Alors ça s'est pas vraiment relevé depuis, mais donc on surveillait vraiment l'actualité comme l'eau sur le feu, hein, et ça a fait sauter quand même pas mal de pages. Donc en gros, quand tu prévois un supplément immobilier par exemple, t'es quand même moins soumis à des aléas de marché, sauf vraiment si la bulle s'effondre du jour au lendemain. Mais je pense que sur le numéro 2, ce qui nous a vraiment surpris, c'était ce scandale, hein, ce scandale FTX qui est incroyable et qui a pas mal perturbé. On a 3 pages, donc c'est Clément Fage qui a bossé avec nous, malheureusement. Donc ces 3 pages sur l'hiver crypto, sur justement les explications du pourquoi aujourd'hui la blockchain, pourquoi le Web3 est pas forcément si mal en point que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un process de nettoyage quand même qui a été dû à ce crypto winter qui a permis, on va dire, de nettoyer tous les rugs, hein, tous les projets un peu crado qui voyaient le jour sur le marché. Et ça a aussi permis à pas mal de start-upers, pas mal d'entreprises de se poser un petit peu, de réfléchir autrement à leur business model. Donc tout ça, il le montrait dans ses articles, mais bon, on était un petit peu gênés aux entournures puisqu'on avait quand même pas mal d'éléments d'actualité dans ces articles qui étaient plus forcément très pertinents à cause du scandale FTX et des chiffres, hein, que ça pouvait avoir, enfin de l'impact que ça pouvait avoir sur les cours du Bitcoin notamment, quoi. Donc ça a vraiment une grosse différence. La deuxième, c'est que c'est pas facile à illustrer. Alors, j'essaye vraiment, ça fait partie de mon travail de mettre un maximum de femmes dans 20 minutes, mais malheureusement, le public féminin est peu présent dans le Web3. C'est vraiment quelque chose qu'on regrette. Alors, on essaie de le faire à travers les articles, de faire parler un maximum d'expertes et d'actrices du Web3. Mais c'est vrai que à date, et je pense que ce sera encore le cas l'an prochain, malheureusement, il y a encore trop peu de femmes dans le Web3, que ce soit à la tête d'entreprise ou plus généralement au sein des développeurs, ingénieurs qui travaillent dans les entreprises du Web3. Ça, c'est vraiment un de mes regrets. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel je travaille à travers les illustrations et à travers le choix des interlocuteurs qu'on va faire parler afin d'avoir quelque chose vraiment paritaire, voire d'avoir. Je veux pas dire que je vais faire une surreprésentation des femmes, mais en tout cas, il y a une vraie attention de mon côté pour que les femmes soient bien représentées dans le numéro. Et c'est là, notamment, on a pu le faire à travers une page réalisée par les filles de Wagme Trends, qui ont réalisé une page sur lesquelles elles avaient repéré un peu les 10 femmes, les 10 reines du Web3. Et c'est vraiment un exercice super intéressant. Donc ça fait partie des choses. Sinon, tout simplement, c'est vrai que quand on s'intéresse à des entreprises du Web3, généralement ces entreprises sont très tournées vers le B2B, qui ont très peu de visuels, et donc j'ai un gros travail à faire de mon côté pour trouver des illustrations intéressantes pour habiller les articles, etc. Et l'une des parades qu'on a trouvées à ça, c'était d'approcher directement des artistes Web3
pour acheter leur NFT. Alors évidemment, je fais pas que acheter leur NFT, je leur demande au préalable si jamais 20 minutes, donc on a un wallet corporate, hein, c'est pas Laurent ni moi qui faisons ça avec nos propres crypto-deniers. On va du coup les approcher sur Twitter ou sur les plateformes sur lesquelles ils sont présents pour leur dire écoute, on est prêt à acheter un ou plusieurs de tes NFT au prix du marché, mais on aimerait savoir au préalable si jamais on le fait, est-ce qu'on peut utiliser ton visuel. Donc déjà, il va falloir nous envoyer une version HD pour passer dans le journal, si on peut le faire pour si c'est possible de l'utiliser dans 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait et c'est vraiment une approche qu'on a envie de reproduire dans les prochains numéros, c'est-à-dire de se dire ok, on fait travailler vraiment tout l'écosystème Web3 dans 20 minutes. Et c'est quelque chose que j'ai fait à la marge, puisque c'est une des pages de Clément qui a sauté. J'ai travaillé avec un membre de la communauté, LamboTC, qui a réalisé pour nous plusieurs dessins. Et donc peut-être qu'on réitérera, on refera ça en 2023 avec peut-être justement l'idée de faire des dessins pour 20 minutes et en faire peut-être une collection NFT. Pourquoi pas? Bah, écoute, bravo en tout cas pour toutes ces démarches. Alors tu nous disais avant qu'on appuie sur le bouton record et qu'on enregistre cet épisode que tu te voyais pas forcément behind the chain, mais plutôt aside the chain. Alors voilà, justement, toi, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te plaît dans cet univers Web3? Ouais, c'est vrai que je sais pas si c'est une posture d'humilité, mais déjà, ben, je suis journaliste, donc forcément, c'est plutôt une posture d'observateur plutôt que de doueur ou d'entrepreneur, même si avec 20 Minutes, on est un projet Web3 hein, à notre façon et on a la prétention demain de faire davantage de choses. Mais moi, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans cette posture on va dire aside justement aside the chain, c'est que je peux rencontrer énormément de créatifs et énormément d'entrepreneurs et vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui me porte et que je trouve vraiment incroyable sur 20 Minutes, c'est que évidemment aujourd'hui que le projet est bien connu et bien identifié, on a énormément de sollicitations d'entreprises qui veulent être dans nos pages ou sur notre plateau Twitch et à chaque fois je suis impressionné par les profils qui viennent et ça c'est vraiment un avantage aujourd'hui du marché, c'est-à-dire que tu es très vite en contact avec les niveaux supérieurs des entreprises. Alors quand je dis niveau supérieur, c'est que des fois c'est juste des petites entreprises, donc tu passes très vite du développeur au CEO, hein, le CEO est souvent développeur en parallèle et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve génial, c'est-à-dire t'ouvres la porte et tu tombes sur je vais pas dire des génies, mais vraiment sur des personnes et des profils assez brillants et tu vois, en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne tout simplement curieuse de voir de quoi l'avenir, de quoi demain sera fait. Enfin, le fait d'avoir 1 heure pour discuter d'un projet sur un plateau Twitch qui est ultra à la fois bienveillant, puisqu'on a la communauté de viewers qui va poser des questions, qui va interagir, et en même temps le fait de se dire, ben je peux tendre le micro à quelqu'un, elle va avoir le temps de dérouler un peu son propos et moi je vais pas me priver, si besoin, de remettre en question, d'intervenir. C'est quand même un confort que je trouve vraiment, enfin vraiment génial. Enfin, il y a très peu de journalistes à 20 minutes qui pourraient se dire demain j'interviewe, tu vois le CEO d'une grande entreprise sur un canapé et l'interview elle est en mode conversation. Enfin c'est des choses sur lesquelles bah, si jamais t'interviews le PDG d'Orange, ils vont vouloir relire l'interview. Enfin ce qui est normal hein, aujourd'hui en termes de, enfin nous, à 20 minutes, on va pas forcément l'autoriser, mais ce que je veux dire, c'est que je le comprends tout à fait d'un point de vue corporate, alors qu'une startup du Web3, elle a pas du tout ces logiques-là, ou en tout cas, elle les a pas encore. Non, mais on est bien d'accord, hein, l'accessibilité et l'horizontalité de ce secteur, c'est vraiment impressionnant. Je pense que effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi lié au fait que c'est un univers qui est en train de se structurer, qui est relativement jeune, mais franchement, enfin voilà, tout le monde peut lancer quelque chose, tout le monde peut essayer et arriver à voilà à faire sa place. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et vraiment, voilà, chaque fois, je suis bluffé, je me fais le même constat que toi. Est-ce que tu pourrais nous dire qui t'inspire le plus dans le secteur? Alors, c'est pas forcément toujours une question Web3, on peut me la reprocher de temps en temps. Ou voilà, si tu veux pas citer quelqu'un, qu'est-ce qui t'inspire de manière globale dans le secteur? Alors, ce sera peut-être un peu redondant avec ta précédente réponse, mais voilà.
Non, carte mais je veux blanche. bien citer des gens, hein, y a pas de souci. C'est juste que moi j'ai une déformation qui est podcastique puisque je fais aussi des podcasts à 20 minutes et ça fait vraiment partie de mes autres passions en plus du Web 3. Donc je vais citer quelqu'un qui est un peu incontournable aujourd'hui dès l'instant où tu t'intéresses au podcast et au Web3, c'est Carlos Diaz. Je trouve que ce qu'il fait avec Uncut et Silicon Carnet, c'est vraiment très bien. Tu vois, ce matin, avant de te rejoindre, j'écoutais son dernier épisode sur les médias algorithmiques et enfin les réseaux sociaux algorithmiques et je trouvais ça super intéressant. Je trouve qu'il a à la fois un talent d'animateur mais surtout un talent d'inventeur. La plateforme Uncut permet de créer des NFT afin de justement mobiliser ta communauté et de générer des revenus. Alors nous, on le fait pas du tout pour générer des revenus, mais on le fait assez peu, on le fait assez mal aujourd'hui. Mais ce que fait un PPC, une Flavie Prévost, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment atypique et vraiment intéressant pour quand tu es un podcasteur ou un studio de podcast. L'idée, c'est de te dire, OK, je vais identifier les gens, mes fidèles, mes aficionados, et à côté de ça, leur dire, si jamais vous investissez dans un de mes NFT, non seulement vous prenez un petit peu des actions hein, dans ce que je fais au quotidien, dans mon contenu, mais en plus, vous me soutenez vraiment. Et moi, je trouvais très intéressant ce que faisait Patreon, hein, par exemple, ou Tipeee. Mais je trouve que là, on va vraiment au niveau au-dessus. Donc voilà, Carlos Diaz, si tu m'entends, sache que je fais partie de tes groupies. Et je garde un excellent souvenir, justement, il était passé dans peut-être l'émission 5 ou numéro 6 de 20 minutes au carré. Et on avait beaucoup, beaucoup rigolé. Merci pour ton partage. Tu dirais que c'est quoi ton autre projet coup de cœur du moment dans le Web 3? En fait, j'ai fait une super rencontre en travaillant sur 20 minutes numéro 2. C'est Dominique de Hello Token. Et je connaissais déjà le site, mais vraiment, donc on l'a invité sur notre Discord. Il a travaillé sur une sélection de projets à impact, donc vraiment des projets Web3 qui veulent montrer que le Web3 peut avoir un impact sur notre planète, un impact social, ce genre de choses. Et à chaque fois, je trouve que ils produisent pas énormément d'articles, mais je trouve qu'il y a un vrai travail de curation au niveau des projets. Et désormais, enfin depuis peu, je trouve qu'ils font en plus des articles de fond très intéressants. Donc c'est un peu mon côté journaliste qui veut ça, mais plutôt qu'un projet Web3, c'est plutôt un projet de média Web3 que je trouve vraiment vraiment intéressant. Et en plus de ça, Dominique, c'est une vraie crème. On a travaillé ensemble et on continue aujourd'hui d'interagir. Il sait pas du tout que je vais le citer hein, aujourd'hui, mais c'est je trouve que il fait partie des profils à surveiller quand on veut voir un peu ce qui se passe et justement découvrir des projets Web3 avec une vraie portée, pas forcément un impact pour la société, mais qui auront, je pense, demain un impact dans le Web3 et ailleurs. Voilà, allez sur Hello Token. Et sinon, je suis obligé de parler de The Big Whale. Je trouve que leur collection NFT, je la trouve à la fois très belle et très osée, notamment côté tarification. Mais en tout cas, le travail qu'ils font, Raphaël, Grégory et leur équipe, voilà, je tiens vraiment à saluer la qualité qui est fournie. Merci pour ces partages. On mettra tous les liens vers les projets et les personnes citées, bien entendu, dans le descriptif du podcast. On arrive déjà à la dernière question de l'épisode. Gros effort de projection, comme d'habitude. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu vois le Web3 dans 10 ans? En fait, c'est peut-être la question sur laquelle je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire que je le vois pas. En fait, c'est-à-dire que de mon point de vue, et vraiment là, c'est pas le point de vue de quelqu'un qui connaît le Web 3 depuis 10 ans. C'est pas quelqu'un qui ne fait que respirer l'air du Web 3. C'est plutôt voilà mon point de vue aside de chain, c'est de se dire de ce que j'en comprends aujourd'hui, je pense que le Web 3 qui fonctionne, c'est le Web 3 qu'on ne voit pas. C'est le Web 3 sans friction. Et du coup, je pense que les mécanismes d'authentification, de certification du Web 3, elles sont passionnantes, elles ont un potentiel incroyable. Et je pense qu'en revanche, aujourd'hui, on a encore énormément de projets qui sont pas du tout frictionless. Donc, je pense que ces mécaniques-là, elles seront porteuses quand elles seront ingérées par nos sociétés et quand on ne les verra plus. Donc, à mon avis, c'est ça, le Web 3 dans 10 ans, on saura pas qu'il est là. On saura qu'il a existé. Hein. Peut-être qu'on continuera à parler du Web 3 ou peut-être qu'on sera déjà sur un Web 4. Mais en revanche, je pense vraiment que ces mécaniques qui sont clés aujourd'hui dans le Web 3, elles seront totalement intégrées, mais on les associera plus au Web 3. Vraiment, je pense, enfin, c'est peut-être 10-15 ans, hein, ça se fait peut-être un peu plus, mais je pense que pour que le Web 3 fonctionne, il faut qu'on arrête
de parler de Web3 en quelque sorte. Excellent, bah écoute, j'aime bien cette vision. Il me reste à te remercier du coup, bah voilà pour ton temps et je suis très content qu'on ait fait cet épisode ensemble. Bravo pour tout ce que tu fais, voilà à travers 20 Mint, 20 Mint au carré, pour avoir suivi aussi bah, le projet 20 Mint de l'intérieur, puisque voilà, je l'avoue, moi aussi, je suis un méca, voilà, je suis très impressionné et je trouve vraiment aussi une formidable opportunité, voilà, de pouvoir contribuer modestement à l'élaboration d'un magazine. Enfin voilà, je trouve ça vraiment top de voir un peu les coulisses et de contribuer à ça. Donc écoute, un grand merci encore et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure. Ah bah super, merci beaucoup Romain. Franchement, c'est pas souvent que j'ai l'opportunité. Moi, je plutôt l'habitude d'être de l'autre côté du micro et de poser des questions. Donc là, c'est à peu près, je crois, la première fois que je réponds à une sollicitation de ce genre. Donc j'étais ravi que ce soit pour toi en plus et pour tes auditeurs. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est ça. Venez nous voir sur le Discord. Vous allez rencontrer Bitload, le vrai Flox, Elven, enfin Gauthier évidemment, 28. Vous allez voir Matthew. Voilà, j'en oublie certainement et je m'excuse. Mais vous allez voir que c'est vraiment une super communauté qui en plus je pense, a vraiment pris à bras le corps cette mission de vulgarisation, de curation, de découverte. Enfin, tu le vois hein, au quotidien, je pense, Romain. C'est vraiment une communauté qui est ultra accueillante et vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine à écrire pour nous rejoindre. En revanche, voilà, si jamais vous voulez devenir entre guillemets acteur du projet, ben voilà, il faudra acheter une machine. Mais si jamais vous avez 0,1 Ether aujourd'hui, vous allez voir que vous pouvez assez facilement trouver une et nous rejoindre pour préparer le numéro 3, le numéro 4 et qui sait, la suite de l'aventure 20 minutes. En tout cas, merci Romain pour cette opportunité. À très bientôt, Romain. À très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.